Merci beaucoup Céline, et merci évidemment aux organisatrices et en particulier à Nathalie Degrove pour son aimable invitation ici à Toulouse. J'étais venu ici il y a un an pour parler de l'utilisation genrée des données dans la recherche clinique. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'utilisation secondaire effectivement des données de santé, qui est l'objet du panel, et en particulier sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le cadre des essais cliniques, puisque ce rôle évidemment est tout à fait fondamental aujourd'hui, même si on va essayer d'en voir aussi les limites, à la fois dans l'utilisation technique. Alors là, je ne suis pas forcément très compétent, mais enfin, j'ai quelques lectures sur la question qui m'indiquent quelques problèmes qui vont avoir une répercussion juridique. Donc ça sera le premier volet de mon intervention. Et puis le second portera sur le maillage normatif, parce qu'on est effectivement face à un phénomène d'internormativité là, sur les essais cliniques qui est amplifié à la fois par la réglementation de l'Union européenne sur les données et sur l'intelligence artificielle, mais aussi auquel se superpose la réglementation sur les essais cliniques, qui n'a pas forcément été adapté au cadre de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce qui m'y faisait penser, c'est, en écoutant effectivement le développement sur la loi IPA, il y a aux États-Unis, en revanche, une attention forte sur les essais cliniques, mais qui ne ressortent pas de la médecine des données. Donc ça, c'est intéressant de voir comment, en fait, c'est ce que je travaille en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut croiser la réglementation sur les essais cliniques et le cadre réglementaire relatif à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour ce premier point, quel est voilà, le rôle de l'intelligence artificielle dans les essais cliniques? C'est d'abord, je dirais, une nécessité technique, hein, puisqu'il y a effectivement des difficultés ou des inadaptations des essais qui portent sur les personnes humaines. La question de la bioéthique aussi était au premier plan lorsqu'on a posé le problème de l'adaptation des essais sur personnes humaines, puisqu'il y a eu un certain nombre de... Vous savez que la bioéthique s'est créée là-dessus, hein, au départ, hein, sur le problème des essais cliniques sur personnes humaines et des abus qui ont été constatés en la matière. Alors, de façon plus contemporaine, même s'il y a encore des difficultés, il y a eu il y a quelques années d'ailleurs à Rennes un scandale sanitaire autour des essais cliniques, une nécessité qui est apparue aussi depuis le Covid de digitaliser les essais cliniques, aussi parce que les essais cliniques ne parviennent pas aujourd'hui à recruter le nombre de patients nécessaires dans des délais utiles, et aussi parce que l'on a développé une technologie qui permet de faire des essais cliniques de manière hybride, c'est-à-dire en combinant des données virtuelles et des données en vie réelle. Donc c'est cette combinaison en réalité qui est la plus utilisée, plutôt que celle dont je vais évidemment parler plus spécifiquement plus tard, c'est-à-dire celle de la digitalisation complète avec utilisation d'intelligence artificielle et la création de jumeaux numériques. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans un retraitement des données qui, en fait, sont entraînées par des algorithmes et qui vont créer effectivement des systèmes, j'allais dire, presque totalement autonomes. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une politique européenne de l'IA qui s'est développée, qui se développe actuellement en recherche médicale. Alors d'une manière un peu décorrélée du cadre réglementaire, hein, c'est ce qui est un petit peu problématique, c'est que on voit par exemple une initiative comme l'initiative récente de l'Act-EU pour Accelerating Clinical Trials in the EU, qui consiste à faire de l'Union européenne un centre compétitif pour la recherche clinique innovante, c'est-à-dire à créer des transferts technologiques aussi à la clé pour développer la recherche en IA en matière d'essais cliniques. C'est la Commission européenne, mais aussi l'Agence européenne du médicament et les agences nationales qui gèrent l'initiative de Act-EU. C'est extrêmement récent puisque l'appel à projet a été conclu en décembre dernier.
On a donc dans l'utilisation de l'IA différents types de cohortes. On y a fait allusion à propos de la recherche tout à l'heure. L'utilisation de cohortes en matière d'essais cliniques qui sont des cohortes en partie virtuelles. Or, quand elles sont virtuelles, elles sont aussi réelles puisqu'elles sont alimentées évidemment par des données qui, elles, sont bien réelles, de patients bien réels. Alors, les cohortes virtuelles sont composées de données stockées, qui sont traitées ou échangées sous forme de numérique. Alors, on les distingue des cohortes synthétiques, qui sont, elles, issues de l'agrégation de données qui sont collectées antérieurement. On est là dans un retraitement des données. Et autre degré de raffinement dans l'utilisation de l'IA pour créer des cohortes dans le cadre des essais cliniques, ce sont les cohortes qu'on appelle les cohortes artificielles, c'est-à-dire celles qui sont générées par des algorithmes ou par des processus automatisés. Et c'est là qu'on va voir particulièrement la difficulté à croiser le cadre des essais cliniques avec le cadre réglementaire de l'IA. Je vais en parler tout de suite après dans le second point. Alors, ce que l'on peut voir aujourd'hui, parce qu'on est à un moment de bascule dans ces essais cliniques avec utilisation de l'IA, c'est qu'on a des usages de l'IA qui sont à très large spectre. C'est-à-dire qu'on intègre ce qu'on appelle un bras virtuel dans un essai clinique, c'est-à-dire sous la forme d'intégration de données agrégées dans un essai clinique. Ce qui va permettre de créer une modélisation de situations réelles avec des données virtuelles. Mais, et c'est ça qui est très important, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que cette manière de procéder consiste à consolider des résultats, à améliorer la qualité de l'analyse, mais en aucun cas à créer un mode autonome d'essai clinique. Ce qui, malgré tout, a permis l'utilisation croissante de jumeaux numériques, c'est-à-dire de données qui sont simulées à partir d'un modèle ou à partir d'un algorithme. Mais évidemment, tout ce modèle est alimenté par des données antérieures. C'est là qu'on touche à la question de la réutilisation des données. Alors pour faire quoi en réalité? Eh bien pour choisir une stratégie à évaluer dans un essai clinique, pour simuler des opérations complexes, mais aussi pour améliorer des diagnostics médicaux ou tester l'efficacité d'une molécule. Mais vous voyez que l'utilisation des jumeaux numériques ne permet pas aujourd'hui de partir en autonomie sur des essais cliniques. C'est donc un modèle plus d'appui que véritablement un modèle autonome. En tout cas, à ce stade-là, et une des difficultés, effectivement, c'est l'utilisation d'algorithmes dans les essais cliniques. Alors, utilisation d'algorithmes, ça veut dire que tout simplement, on va utiliser des algorithmes pour donner du sens, pour donner une valeur médicale, on en parlait tout à l'heure, une valeur médicale à l'échelle de masse de données très importante. Le problème, c'est que l'algorithme, c'est évidemment ce qu'on appelle aussi la boîte noire. Et en matière d'essais cliniques, cette boîte noire, il faut y faire particulièrement attention. C'est-à-dire qu'il faut se garder d'une approche qu'on appelle aussi l'approche agnostique, c'est-à-dire une approche finalement de confiance dans les éléments techniques en se posant uniquement la question de l'efficacité, mais se poser aussi par rapport à la nécessité de superviser l'apprentissage algorithmique, de réduire la masse de données requises pour l'apprentissage. Donc c'est le principe aussi de minimisation des données que l'on trouve dans le droit européen des données, qui est évidemment en cause. Alors, on y a fait allusion à propos de la recherche en général. La qualité des données est évidemment centrale. Il y a à la fois l'algorithme en tant que tel, mais l'algorithme, il est entraîné sur la base de données dont la qualité peut être plus ou moins bonne. Et ce qui, évidemment, oblige à une certaine circonspection lorsqu'on envisage la généralisation des jumeaux numériques dans les essais cliniques. Et c'est ce que les Américains appellent le garbage in ou garbage out, c'est-à-dire ce que vous entrez comme données insuffisamment, je dirais, de qualité insuffisante, et de ce qui va sortir après son traitement algorithmique, et qui peut être à la fois le résultat de données de qualité insuffisante, mais qui peut être aussi le résultat d'un traitement algorithmique qui n'est pas
satisfaisant. Et donc c'est là que ça va être très difficile ensuite de faire une opération qui est scientifiquement une opération tout à fait essentielle, qui est l'opération de réversibilité. C'est-à-dire qu'il va falloir contrôler les résultats, et si vous avez effectivement ces difficultés quant à la qualité des données et une certaine forme de confiance dans l'algorithme que vous créez, eh bien, la réversibilité pour vérifier le caractère véritablement opérationnel de l'essai clinique posera une difficulté. Alors, ce qui nous amène donc à poser maintenant la question du cadre réglementaire. Alors, le cadre réglementaire est effectivement complexe dans le cas des essais cliniques, probablement parce que la réglementation essais cliniques et le cadre réglementaire extrêmement lourd, données plus IA qu'on a aujourd'hui en Europe, ne sont pas forcément compatibles entre eux. Alors, les algorithmes, alors pourquoi est-ce qu'il y a une complexité dans le cadre réglementaire des essais cliniques en IA? C'est que les algorithmes, d'abord, se nourrissent de données de patients réels qui sont collectées dans le cadre de prise en charge de précédentes recherches. C'est la raison pour laquelle il y a forcément une utilisation de données secondaires. Ce qui pose évidemment le problème classique de la sécurité des données, ce qui pose aussi le problème de l'anonymat des données, mais on sait aussi que l'anonymat ou le pseudo-anonymat n'empêche pas à 100% le risque, n'écarte pas 100% le risque de réidentification par différentes techniques. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on se pose un problème qui est classique dans le droit des données de santé, mais qui va se reposer évidemment en matière d'essais cliniques. Et puis, évidemment, la question du consentement. Alors, la question du consentement, de l'opt-in, l'opt-out, qui, dans le règlement IA, évidemment, va se reposer sous un angle différent s'agissant des essais cliniques. Autant on connaît bien la problématique du consentement dans les essais cliniques sur la personne humaine, autant sur l'application en matière d'essais cliniques, vous voyez, c'est quand même quelque chose de plus complexe. Donc les essais cliniques, effectivement, relèvent d'une réglementation qui est propre à la santé publique, avec des agences nationales et des agences européennes qui sont dédiées à ces questions, mais qui sont peu harmonisées avec l'encadrement de l'IA et du droit des données aujourd'hui. Et les essais cliniques, est-ce qu'ils entrent ou pas dans le champ de l'IA Act et de l'espace européen des données de santé? Oui, sous différents aspects. D'abord, on y fait allusion de façon indirecte dans le règlement, sous une forme un petit peu générique, mais qui veut bien dire que les essais cliniques ont été envisagés. Et on verra aussi les actes réglementaires dérivés qui vont pouvoir, le cas échéant, en tout cas on l'espère, préciser ce point sur les essais cliniques. Mais ce champ de l'IA Act croisé à l'espace européen des données de santé appliquées aux essais cliniques pose différents problèmes sur la construction, les usages et les finalités des algorithmes. Il va falloir être clair sur ces 3 points concernant l'utilisation de l'IA aujourd'hui, qui est relativement peu encadrée dans ses modalités, en tout cas s'agissant de l'utilisation des algorithmes. Alors on voit dans effectivement le texte sur l'espace européen de santé dans sa dernière version, on voit bien le contrôle des finalités. Donc ça veut dire que le contrôle des finalités quand on fait des essais cliniques, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les essais cliniques, mais qu'il va falloir adapter aux IA. Et c'est vrai qu'on voit dans la définition de l'article 34, mais aussi dans les obligations des utilisateurs de l'article 41, des références à ce contrôle des finalités, et notamment par le jeu des autorisations. Alors, ce terme d'autorisation est lui-même ambigu, puisqu'il renvoie à différents points, notamment sur les autorisations d'essais cliniques qui relèvent d'une législation spécifique. Troisième point, c'est le consentement, c'est-à-dire le droit pour les patients de refuser l'usage secondaire des données. Comment est-ce qu'on va le mettre en musique dans le cadre de l'IA appliquée aux essais cliniques, alors même qu'il existe un cadre juridique pour le consentement dans les essais cliniques. Autre question qui va se poser, c'est celle des risques, c'est-à-dire qu'on est ici dans l'approche par risque, dans des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Il va falloir donc faire des vérifications
sur la qualité des données, sur la documentation et la traçabilité, sur la transparence et la nécessité donc d'un contrôle humain, et une particulière robustesse s'agissant évidemment des essais cliniques compte tenu des conséquences que ça peut avoir sur le développement ultérieur de médicaments, etc. Et puis sans parler des diagnostics auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Donc la nécessité de systèmes de gestion de qualité et des risques, tout à fait prégnante dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on distingue pour ça ce qu'on appelle la validation analytique des algorithmes, c'est-à-dire la validation sur les données, et la validation clinique. Il faut absolument que ces deux validations, ces deux types de validation coexistent pour que l'on puisse contrôler les conséquences sur la vie réelle des essais cliniques. Tu y faisais allusion, Frédéric, tout à l'heure, l'utilisation des modèles de langage, qui est aussi quelque chose de très important, qui se développe aujourd'hui, et pas seulement dans l'accueil des patients à l'hôpital, mais aussi dans la modélisation qui est à l'œuvre dans les essais cliniques. On utilise de plus en plus les modèles de langage profond qui vont effectivement avoir aussi un impact sur le développement des essais cliniques. Et ça, il va falloir aussi qu'on s'y penche sur le terrain, en tout cas, de l'encadrement des essais cliniques. Et c'est vrai, je le disais au début de l'intervention, les essais qu'on appelle aussi les essais in silico pour les différencier des in vitro, des in vivo, c'est ce néologisme qui a été inventé pour justement parler de ces essais cliniques par des données virtuelles, repose sur la qualité et le choix des données, mais aussi sur une validation des modèles. Modèle mathématique, modèle algorithmique, qui est tout à fait importante compte tenu, encore une fois, des risques et des conséquences. Et puis, dernier point, c'est la question, évidemment, dans l'internormativité dans laquelle on se trouve, et qui est particulièrement accentuée dans le domaine des essais cliniques, compte tenu de la particularité des essais cliniques et de l'encadrement juridique des essais cliniques. Une internormativité qu'on connaît bien dans le domaine, mais qui ici va avoir un impact tout à fait particulier, c'est la question de l'éthique. Alors effectivement, dans les essais cliniques, éthique et essais cliniques, ça va bien ensemble, parce que tout simplement, les essais cliniques ont été au cœur de la question de l'éthique médicale. Dès l'origine, c'est-à-dire, je vous rappelle que la bioéthique moderne est née des scandales, enfin des procès de Nuremberg, des médecins nazis qui faisaient des expérimentations sur les prisonniers et sur les personnes qui étaient détenues dans les camps de concentration. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est au cœur ici de la question de l'éthique. Alors évidemment, on parle ici de données virtuelles, mais les conséquences sur la personne humaine sont tout à fait considérables et il va falloir préciser les principes de l'éthique de la recherche qui impliquent la personne humaine dans une formulation d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce que c'est de l'intelligence artificielle, l'éthique finalement de la recherche sur la personne humaine, qui est très spécifique et que l'on voit à l'œuvre dans les essais cliniques, doit être écartée totalement parce qu'il y a de véritables conséquences sur la personne humaine et puis sur le process lui-même. La question de l'éthique, c'est aussi la question de la supervision humaine des cohortes de patients artificiels. Et ici, je renvoie à cette idée de supervision humaine dans l'article 14 de l'AIA Act. C'est dès la phase de modélisation des populations, des patients artificiels, il faut une supervision humaine. On ne peut pas laisser ça à des systèmes automatiques. Et puis je vais conclure, puisque j'arrive à la fin de mon temps. Alors, question, faut-il un cadre réglementaire autonome pour les essais cliniques qui utilisent l'IA ? Alors, est-ce qu'on peut se contenter de croiser à la fois la réglementation sur les essais cliniques et les règles d'intelligence artificielle plus le droit des données? Vous voyez que ça devient extrêmement compliqué aussi, parce que j'ai bien insisté là-dessus, il y a des particularités aux essais cliniques. Et quel rôle de l'éthique par rapport au droit on va attribuer à ces questions de traitement des données de santé dans le cadre des essais cliniques? Je dirais qu'il faut distinguer deux champs pour cela. L'éthique de la recherche,
la façon dont on utilise les données, les biais, etc., la façon dont on construit les algorithmes, et puis l'éthique des sciences de la vie, qu'il ne faut pas oublier dans les essais cliniques, puisque c'est à la base même de la réglementation sur les essais cliniques, et c'est ce qu'on appelle la bioéthique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.